Amis internautes, bonjour et bienvenue sur ODD TV. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur l'ODD numéro 15, Vie terrestre. Les objectifs de développement durable se présentent comme un ensemble de programmes visant à bâtir un monde meilleur, plus juste et durable. L'objectif de développement durable qui fera office de cette mission concerne la protection de la biodiversité terrestre et les sols. Pour faire le bilan, j'ai avec moi M. Innocent Antoine Ouedji. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur de ILA, une fondation qui lutte pour garantir une bonne gouvernance foncière et surtout pour donner accès aux droits fonciers aux personnes en situation de handicap, aux jeunes et aux femmes. Bien sûr, c'est bien ça. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'objectif de développement durable numéro 15 est intitulé Vie terrestre. Déjà, dites-nous quel est votre regard sur cet ODD. Alors, l'ODD 15, comme ça s'entend, c'est vie terrestre. Et quand on parle de vie terrestre, je ne sais pas si tout le monde perçoit la profondeur donc, de cet objectif de développement durable. Et quand nous regardons correctement, c'est vrai, on a beaucoup plus parlé de la biodiversité, des terres dégradées, du sol, en passant par la fertilité, mais en réalité, c'est l'ODD, centre de toute chose. Parce que, vous savez, la terre, c'est la mer. On dit terre-mer. La terre, c'est la mer nourricière. Justement. Donc, nous devons savoir que c'est cette mer nourricière qui procure la vie à tout individu qui se tient sur cette terre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ODD a une connexion directe avec l'ODD 2, fin zéro, Oui. l'ODD 1, pauvreté, et puis tous les autres ODD. Donc, c'est le centre même de l'existence de l'homme. Vous voulez dire que c'est un ODD transversal? C'est l'ODD transversal. C'est un ODD transversal. Alors, il a défini comme Youth Initiative for Land in Africa, lutte pour un droit foncier équitable, ce qui entre en phase avec la priorité du système des Nations Unies, ne laisser personne de côté. Mais au Bénin, on constate que les femmes sont mises de côté en ce qui concerne l'accès à la terre. Quelles sont déjà les réalisations ou les actions de ILA pour éradiquer définitivement ce phénomène? Alors, d'entrée, je voudrais d'abord dire au Bénin, de façon législative, la loi, il y a déjà, de façon législative, les femmes ont le droit d'avoir accès à la terre. Ça veut dire quoi? Il y a des dispositions juridiques, il y a un national juridique qui est mise en place par l'État, par le gouvernement, pour pouvoir protéger le droit ou défendre ou promouvoir le droit foncier des femmes, évidemment. Et entre autres, il y a le code foncier domanial, il y a le code des personnes et de la famille. Et si je voudrais aussi passer un tout petit peu les personnes en situation de handicap, il y a également la loi protégeant les personnes en situation de handicap, qui également sont des éléments, en fait, tout un national juridique qui protège ou qui donne le droit d'accès à la terre aux femmes. Ça, c'est le premier point. Mais se basant sur cette force juridique, on a maintenant la latitude de poser des actions. Et c'est là où il est très important pour chacun ou pour tous les acteurs travaillant dans ce secteur de poser réellement des actions. Et chez nous, au niveau de YILA, vous allez constater que nos actions ne sont pas des actions de popularisation, ce ne sont pas des actions de communication de masse, c'est des actions concrètes. Comment est-ce que vous voulez que la femme puisse avoir accès si lui-même et si elle-même n'est pas consciente qu'il y a des dispositions Qui la protègent. Qui la protègent. Ça, c'est le premier élément. Donc, deuxième chose, vous savez, les femmes n'ont pas assez. Comment montrer, comment arriver à faire l'arrimage entre
cet arsenal juridique et les droits coutumiers, c'est-à-dire que les traditions, les coutumes, dans nos différentes collectivités. Alors, comment arriver à faire la connexion? Si on n'arrive pas à faire cela, vous imaginez, les femmes on aura légiféré sur leurs droits, mais elles n'auront toujours pas assez à la terre. Donc, il faut une liaison ou du moins une complicité entre les hommes et les femmes pour que les femmes jouissent véritablement de ce droit-là. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de la masculinité féminine. Justement. Où, pour pouvoir arriver à briser la barrière coutumière, il faut associer les hommes, il faut associer les maris. Si vous voulez peut-être sensibiliser la femme, il faut que son mari soit à côté pour écouter et savoir que lui-même, il a une responsabilité de pouvoir aider à briser cette barrière-là pour que la femme puisse avoir donc accès à cette ressource naturelle très importante pour la femme et partant de là pour tout le Bénin. Parce que quand nous regardons, la majorité des travaux champêtres sont exécutés par les femmes. Oui, par les femmes. Et pourquoi elles ne peuvent pas avoir accès à cette terre-là pour garantir le lever des fonds au niveau des banques, au niveau des institutions financières, pour quand même créer une richesse. Oui. Justement, la question, elle est là. Comment amène-t-il les femmes à avoir accès au foncier? D'abord, dans un premier temps, il y a d'abord la formation que nous faisons. Nous formons d'abord les femmes et après, au cours de cette formation, nous leur démontrons quels sont les arsenals juridiques qui sont mis en place pour les accompagner. Et deuxième chose, il y a aussi les jeunes filles. Parce qu'en réalité, vous voyez, la majorité des femmes ne comprennent pas français. Je ne dirais pas qu'elles sont analphabètes. Non, pas du tout, mais n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas été à l'école. Donc, à partir de ce moment, il y a des jeunes filles que nous formons qui peuvent retourner dans les différentes communautés à la base pour transférer donc cette éducation-là de prise de conscience dans la langue locale. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, c'est une action pilote qu'on a commencé et on l'a déjà expérimenté au Togo. Comment ça se passe? Nous lançons un appel à projet et nous sélectionnons quelques femmes pour un projet agricole où nous pouvons mettre un minimum de fonds à disposition de ces femmes pour l'agriculture. Et partant de là, nous rentrons dans les communautés, on voit les élus, on voit les chefs de collectivité, on leur dit voilà le projet que nous avons tel montant pour aider 2 ou 3 femmes à avoir le financement agricole. À partir de ce moment, ils sont contents. Mais on dit bon, ça ne suffit pas. Il faut que les femmes même aient leur portion de terre pour qu'on s'assure que, évidemment, ces fonds seront utilisés réellement pour la question agricole. Et à partir de ce moment, les chefs de collectivité ont dit oui, nous on est d'accord, nous avons beaucoup de terres, pourquoi on ne peut pas en donner? Donc, à partir de là, ils ont donné les terres aux femmes, ils ont fait les actes, parce qu'on a dit sans actes, on ne peut pas remettre les sous. Le financement qu'on a, on ne peut pas. Et donc, ils ont délivré des actes à travers la municipalité, délivré des actes aux femmes. Et maintenant, on peut officiellement remettre les actes de propriété aux femmes en leur nom, accompagnés donc du financement. Donc, ça, c'est des actions assez concrètes. On a vu que dans cette communauté où la tradition dit la femme ne peut pas avoir accès, voilà par ce petit mécanisme, on est arrivé à amener les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, qui sont garants donc de cette tradition, à dégainer maintenant pour délivrer des actes à ces femmes. Et aujourd'hui, c'est l'exemple. Il y a plusieurs femmes qui veulent aujourd'hui avoir donc ce financement, d'où ils ont maintenant la facilité d'avoir accès à cette superficie énorme que la collectivité a dans ce village-là. Donc,
Ça veut dire quoi? La barrière est brisée et maintenant, toutes les femmes de cette communauté ont la facilité de demander 2 hectares, 3 hectares pour des travaux agricoles. Alors, c'est une très bonne méthode qui est d'ailleurs bien pensée et j'espère que cette méthode-là sera déployée au Bénin dans quelques jours. Alors, dites-nous, quel enjeu l'accès à la terre représente pour le développement? L'accès à la terre est un enjeu de sécurité alimentaire. Donc, si on s'amuse et on pense que, bon, voilà, la terre n'est rien, machin et tout ça, c'est le premier enjeu. Il faut qu'on arrive à savoir que l'accès à cette ressource est une garantie de sécurité alimentaire. Ça, c'est le numéro 1. Je dirais même nutritionnel. Ça fait 1. Deuxième chose, l'accès à cette terre représente, disons, un vivier de création d'emplois, surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Troisième chose, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs qui disent on n'a pas les moyens pour financer nos projets. Je suis dans l'entrepreneuriat agricole, je suis éco-entrepreneur, je suis ceci. Ils n'ont pas le financement. Et vous allez les voir, ils se cachent derrière l'activisme. L'activisme, c'est une activité purement sociale. Ça ne peut pas nourrir son homme durablement. Donc, du coup, l'accès à cette ressource, le contrôle sur cette ressource et la sécurité qu'on a sur cette ressource en son nom peut permettre à ce qu'un jeune, à travers les banques, les institutions financières, puisse obtenir des prêts, des financements pour lancer son projet, son programme d'entrepreneuriat agricole, d'éco-entrepreneur, ainsi de suite. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'accès à la terre vivifie également la production locale. Bien sûr, exactement. Exactement. Et c'est pour ça que nous disons également, nous lançons un appel à notre État pour dire les domaines publics qui sont laissés en jachère, qui sont là et qui n'est pas exploités. Que faisons-nous de ça pour pouvoir créer un boom au niveau de la production locale? Que faisons-nous? Donc, on est en train de faire un plaidoyer pour dire que le gouvernement permette à ces domaines publics-là, permettre que les jeunes puissent exploiter ces domaines publics-là pour booster la production locale. Donc, je voudrais savoir les actions concrètes qu'il amène en matière de la conservation et la protection de la biodiversité terrestre. D'accord. Vous voyez, quand je prends l'ODD 15, l'indicateur 15.1 parle de la protection et la conservation de la biodiversité. Et ça, c'est très important pour nous. Et étant ainsi, nous avons mis en place un programme que nous appelons All in One, tout en un, que nous appelons 10 millions de terres, 10 millions de jeunes contre la désertification. Autrement dit, 10 millions de jeunes, 10 millions d'hectares pour la résilience climatique. Et ce programme, qui est formulé pour 20 pays, membres de GILA, ce programme est mis en place, dans un premier temps, faciliter la collecte de terres qu'on mettra à disposition des jeunes qu'on aura sélectionnés pour la production agricole. 2, pour mettre en place un système de tree growing. Tree growing, c'est différent de tree planting. C'est-à-dire que on met en terre les plants, mais on prend la peine de suivre jusqu'à ce que ces plants-là puissent grandir. C'est comme par exemple, on élève, parce que la plante est un être vivant. Oui. Et si tu mets un plant en terre et que tu ne peux pas assurer son élévation, que tu l'élèves, son entretien quotidien jusqu'à ce que cette plante-là devienne vraiment une plante pour apporter quelque chose, c'est que tu es inutile dans la vie. Quelqu'un qui peut planter et entretenir jusqu'à ce que cette plante-là atteigne un certain niveau,
on peut lui confier une responsabilité, on peut lui confier une vie, on peut lui confier des choses énormes. Mais ce que nous voyons dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? On fait la plantation des arbres, on dit 10 millions d'arbres. Mais quand on fait le point, combien d'arbres ont survécu? Ça pose véritablement un problème d'entretien. Exactement. Donc, le programme permet de signer des accords bilatéraux et ces accords permettent quand même de collecter les terres pour les jeunes, de leur donner les infrastructures et les équipements qu'il faut pour l'agriculture et ensuite leur permettre de créer un écosystème résilient au changement climatique et de la protection de la biodiversité et aussi des différentes forêts qui existent dans la zone d'implémentation du programme. Donc voilà un peu le programme que nous avons. Je ne peux que souhaiter le meilleur pour ce programme. Merci. Et je reviens donc à votre organisation dont le but est de lutter et de donner plus d'informations aux femmes pour leur donner accès au foncier. Alors que beaucoup de ces femmes qui sont les victimes n'ont pas eu la chance de fréquenter, d'aller à l'école. Comment est-ce que vous procédez dans ce cas? Vous voyez, c'est ça. Parce que tout se fait dans la langue de Molière. Et nous, c'est pour ça que nous on dit il nous faut des jeunes filles qui ont été à l'école, qui comprennent les défis que nous avons, on les capacite, ils retournent dans leurs différentes communautés pour transférer directement cette connaissance et cette information dans la langue locale. Et est-ce que ILA va dans les zones reculées? Bien sûr, non. Ce que nous faisons beaucoup plus, je vous donne un cas simple, ce que nous faisons, le projet Tell Me My Land se développe dans un milieu reculé. C'est-à-dire, c'est un milieu rural, ce n'est pas en ville. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le premier aspect. Et sur la base de ces différentes actions que nous menons, vous savez, nous faisons partie du groupe de travail de la plateforme des bailleurs de fonds de l'IFAD. On parle de FIDA, Fonds international, Fonds international de développement agricole. Donc, on fait partie du groupe de travail sur les jeunes ruraux et l'emploi. Donc, du coup, c'est parce que nos actions impactent également les jeunes en milieu rural que nous avons eu cette occasion de faire partie et de proposer des politiques, des stratégies pour que tout marche bien. Alors, dans le rapport STSN, il est mentionné qu'il reste toute une panoplie de défis majeurs à relever au Bénin afin d'atteindre cet objectif de développement durable. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de défis. Il y a encore beaucoup de défis. Effectivement, quand je prends par exemple, on reste dans l'ODD 15, oui, mais on prend l'indicateur 15.3 qui parle de la gestion durable des forêts. Est-ce que nos forêts sont encore dans un état de durabilité? Je vous pose la question. Donc. Non, mais je prends la forêt des Trois-Rivières. Ça, c'est un cas palpable. Au nord, la forêt des Trois-Rivières. Cette forêt a tellement encore de difficultés, a tellement encore de problèmes. Comment résoudre ces problèmes? Et il y a aussi des problèmes de conflits fonciers qui lient les domaines des forêts et les domaines des personnes individuelles. Donc il y a encore du travail à faire pour protéger, pour protéger les droits de l'État, les droits fonciers de l'État sur ces différentes forêts. Donc voilà un des défis. Donc effectivement, il y a encore des défis. Et quand on rentre dans le secteur de la santé, quand on rentre dans le secteur de l'agriculture, on rentre dans d'autres secteurs, au fur et à mesure qu'on passe d'un ODD à un autre, il y a toujours des défis. Oui. Donc, il y a un travail que chacun de nous et tous les acteurs, je ne dirais pas l'État, parce que l'État c'est nous. Je ne dirais pas le gouvernement, parce que
c'est nous. Il faut des initiatives privées. Exact. Il faut des initiatives privées de chaque citoyen. Alors, et quels sont les projets de ILA en matière d'accès équitable à la terre au Bénin? L'accès équitable commence par une information équitable. Surtout, nous, on est beaucoup plus on est beaucoup plus axé sur les jeunes, les femmes et les autres personnes vulnérables. Donc, comment faire pour que cette cible-là ait l'information? Donc, on passe par une conférence que nous organisons chaque année, qu'on appelle la conférence internationale sur la gouvernance foncière sensible aux jeunes. Et à travers ça, on sélectionne un certain nombre de jeunes à travers l'Afrique, on passe l'information, et également avec les médias, avec les différents réseaux, on passe l'information. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, cet accès équitable doit passer par une meilleure compréhension des dispositions à cet effet. Donc, il faut former les jeunes, renforcer la capacité des jeunes. Et nous avons mis en place un centre de formation qui forme en présentiel, qui forme à travers des webinaires. Et maintenant, nous avons mis en place un e-learning, un portail web, où le jeune, quand il rentre dans un cycle de formation, il peut à la fin, directement sur le portail, obtenir son certificat. Ça fait deuxième chose. Troisième chose, c'est le projet dont j'ai parlé, qui, tout en un, qui est beaucoup plus axé sur la résilience climatique. Et quatrième chose, les États ont de sérieux problèmes pour mettre en place de réels programmes de jeunes. Vous allez dire pourquoi? Oui. Il n'y a pas de données Fiables, foncières, sensibles aux jeunes. Mais vous allez voir les données sur l'emploi et machin, mais il n'y a pas de données foncières sensibles aux jeunes. Donc, il faudra mettre en place un programme, ce que nous avons mis, qu'on appelle le Data for Youth Land Access. Donc, voilà autant d'éléments que nous sommes en train de mettre en place. Et le tout dernier que nous avons mis en place, qu'on appelle le Africa Climate Ban Campaign. qui veut dire? Qui veut dire la campagne climatique à travers les champs et danses. Je vais vous expliquer. Pour passer une information avant, les rois programmaient peut-être une festivité. Oui. Et à travers cette festivité, on mobilise tout le monde et ils passaient leur message. Mais c'est parti. Mais tout ceci dans une convivialité. Exactement. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on court de conférence en conférence, on court ici. Finalement, on remplit un cahier. Mais en fait de journée, tout le monde est épuisé. Comment on peut écrire un rapport? Mais regarde, tu écoutes une chanson toute une journée. Le soir, on te dit, tu peux chanter. Oui. Tu peux fredonner. Parce qu'il y a des messages véhiculés par la chanson qui te touchent et tu les gardes. Et puis, tu vois un peu. Donc, du coup, il y a des artistes musiciens qu'on mettra en place, des jeunes artistes musiciens aussi, à travers le monde entier. Et maintenant, c'est pour montrer, révéler à la face du monde que l'Afrique est capable de passer de sa situation de victime à sa situation de leader pour les solutions climatiques. Ah, c'est très important. Et dites-nous, tout cet ensemble de programmes, et quand même, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas confronté à des difficultés? Oui, beaucoup de difficultés. La première difficulté que nous avons d'abord, c'est les jeunes eux-mêmes. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre formation, on a un programme de leadership. Parce que les jeunes eux-mêmes, la majorité des jeunes ne sont pas conscients de leur rôle et de leur responsabilité. Voyez. Il y a aussi des difficultés institutionnelles. Vous savez, nos différentes institutions, souvent, eux, ils ont leur feuille de route, ils ont leur vision. Oui. Mais quand vous n'êtes pas dans la même vision, c'est qu'il y a problème. Donc, on essaye d'arrimer. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour que les institutions puissent comprendre notre mécanisme et comprendre notre vision. Et comprendre que nous ne sommes pas là pour faire
une bataille. Nous ne sommes pas là pour créer un système d'opposition. Mais pour une synergie d'action. d'action. Pour une synergie d'action. Nous sommes là pour une synergie d'action. Donc, voilà autant d'éléments que nous avons quelques difficultés que nous avons. Alors, pensez-vous que d'ici 2030, le Bénin peut-il atteindre cet objectif de développement durable? Bon, le Bénin va atteindre en majorité, mais pas en totalité. Parce que quand on fait une évaluation, on voit que le Bénin a fait vraiment de grandes prouesses. Et donc, tout dépendra donc de la dynamique à partir de maintenant à 2030. Si on garde notre cap tel que on l'a actuellement, jusqu'à ce moment-là, c'est qu'on peut atteindre. Mais il y a encore des défis. Mettons l'agriculture au centre de toutes nos activités et permettons aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap d'avoir accès au foncier. C'est le mot d'ordre, le message de M. Innocent Wedji, coordonnateur de ILA. Il est mon invité sur ce plateau, du moins il a été mon invité sur ce plateau. Nous avons parlé de l'ODD numéro 15, vie terrestre. Mesdames et messieurs, amis internautes, c'est déjà la fin de cette émission Bilan ODD au Bénin. Restez connectés sur ODD TV pour ne rien manquer de l'actualité liée aux objectifs de développement durable.